Oh bonjour, je change de casquette, mais vous l'aurez remarqué, donc les cheveux n'ont pas changé de couleur. Alors, je me propose de partager avec vous cet après-midi les perspectives sur les réseaux du futur vues de la WBA, World Broadband Association. Et cette évolution vers le haut débit, on la voit sous le cadre évolution des réseaux à l'ère de la 5.5 ou 5G Advanced 6G, à l'ère de l'IA. Voilà notre jargon interne. Mais ça reste toujours les réseaux du futur qu'on voudrait bâtir. Alors, la mission de la WBA, c'est une plateforme multipartie et qui a été fondée en 2022 et qui a pour vocation donc, à réunir un certain nombre d'acteurs, aussi bien opérateurs, vendeurs des équipements et aussi des régulateurs, pour plancher sur le haut débit dans le réseau fixe. J'insiste bien, réseau fixe. En fait, la genèse de la WBA tient du fait d'un constat très simple, c'est que nous avons regardé le haut débit à travers les différents segments. Le segment mobile, et on a vu qu'il y avait une association qui couvrait très bien ce segment-là. C'est une association que vous connaissez très bien, qu'on l'aime très bien, c'est la GSMA. Par contre, on a regardé le côté réseau fixe haut débit, on n'a pas trouvé similaire association qui prenait en charge ce segment-là. Et c'est la raison pour laquelle, pour combler cette lacune, la WBA a été créée. Et d'ailleurs, un an après, nous avons mis en place un une collaboration avec la GSMA qui est en fait son jumeau, son dual dans le monde du fixe. Voilà pour la jeunesse. Pour le positionnement, comme vous le savez, il y a au moins il y a 3 acteurs ou 3 entités par groupement. Vous avez les entités qui créent les standards. Ce n'est pas le cas de WBA, mais on ne crée aucun standard. On n'a pas les capacités, on n'a pas les compétences. Ce n'est pas du tout notre business. Vous avez les entités qui s'occupent des politiques. C'est le cas de l'IUT. Et puis, le troisième point du triangle, ce sont les associations qui essayent de bâtir un consensus industriel. Et c'est le cas, entre autres, de la WBA. Alors, notre matière première, ce sont les standards. On s'appuie sur les standards, on ne crée aucun standard. Et nous essayons de regarder leur applicabilité et en tirer un certain nombre d'éléments importants pour l'industrie, à savoir des business cases, des architectures et aussi des business models. C'est ça notre apport dans ce monde-là. Alors, nous sommes aujourd'hui à peu près pratiquement 230 membres de différents horizons, comme je l'ai dit, opérateurs, vendeurs d'équipements et régulateurs et autres. Alors, notre mission, c'est d'essayer de mettre en contact et en interaction le côté demande et le côté fourniture. On regarde les recoins d'un côté et on essaie de faire le mapping, la correspondance avec les fournisseurs de capacité, de façon à répondre à ces demandes. Alors, la WBA, elle a été fondée autour de 7 défis. Donc, notre charte, c'est de relever 7 défis. Je vais les lister ici. Les 2 premiers sont, je dirais, en alignement avec ceux de l'ARCEP. C'est d'essayer d'éviter de créer une nouvelle fragmentation de l'Internet, ou la digital divide, comme on le dit. Dans le monde de l'Internet haut débit, c'est quelque chose que nous avons vécu depuis la création de l'Internet. Il y a à peu près 75% aujourd'hui de la population mondiale qui jouit d'un Internet, je dirais, basique, mais il reste pratiquement 2,5 milliards d'individus qui n'ont toujours pas accès à cette famille d'Internet et qui sont exclus évidemment de tous les services associés à l'Internet.
ce qu'on ne voudrait pas que cette fragmentation se répète pour le haut débit, pour le réseau Internet haut débit et haute qualité. Que ce soit entre régions urbaines ou zones rurales, mais aussi que ce soit entre pays développés et pays en voie de développement. C'est la raison pour laquelle les deux premiers défis sont très importants et le régulateur a un rôle très important à jouer pour essayer de compléter le marché qui, lui, il a pour vocation évidemment la rentabilité, on ne lui reproche pas ça, c'est sa mission, c'est son existence. Mais par contre, au niveau de la société, il faudra bien quand même s'occuper de tout le monde. Et ça, c'est le rôle de régulateur qui peut apporter un complément d'investissement, un complément d'expertise pour essayer de combler les zones où personne n'est intéressé d'y aller. Alors, ce qui nous intéresse par rapport à notre séminaire d'aujourd'hui, c'est le défi numéro 6. Construire un réseau évolutif. Alors, comment on s'y prend au niveau de la WBA? Nous avons créé 7 groupes de travail. Mais il ne faudra pas du tout voir une correspondance un pour un entre les 7 défis. Ce n'est qu'une pure coïncidence. D'ailleurs, quand on a créé la WBA, il y avait seulement 4 groupes de travail. Et puis les 3 autres, le 5, le 6, le 7, sont arrivés au fil de l'eau pour répondre à des problématiques nouvelles. Alors, j'ai mis un focus sur le groupe de travail numéro 4, qui est le Notre Technologies Evolution, dont j'ai la charge. Et précisément, sa mission, justement, c'est de regarder le défi numéro 6. Bâtir un réseau évolutif. C'est ça notre mission. Et la charte de ce groupe de travail, elle est très claire. C'est regarder à l'horizon 2030 et même au-delà et essayer de répondre à 2 questions majeures. La première, par rapport justement à requirements ou exigences posées sur les réseaux de transport IP et le cloud, parce qu'on regarde l'aspect convergence réseau cloud. La première question, c'est comment appréhender les 3 segments de marché, le domicile, le campus et les entreprises qui sont dans une problématique de 10 gigabits, voire au-delà. Deuxième question, c'est les nouvelles applications vidéo qui sont complètement intégrées dans le monde immersif, le métaverse, et comment assurer une qualité de service pour ces nouvelles applications. Et la réponse, c'est les opérateurs doivent travailler sur la migration, sur l'évolution, sur la modernisation de leur infrastructure. Comme vous le savez, il y a 3 grands segments dans un réseau d'opérateurs. Vous avez le métro, donc on voudrait passer de 100 gigas à 400 gigas pour répondre à ces problématiques et à cette perspective du futur, donc l'horizon 2030 et au-delà. Deuxièmement, le segment ou le domaine backbone, on voudrait qu'il progresse vers le 400, voire le 800 gigas. Et puis le data center ou le cloud vers le 800, voire vers le 1.6 Tera. Pourquoi? Parce que dans les centres de données IA, nous avons les 2 processus d'entraînement des modèles et d'inférence. Et ce processus demande une capacité importante en termes de débit, mais aussi de synchronisation, mais aussi de robustesse, de résilience et de faible latence et de 0 paquet de perte. C'est ça la tâche à laquelle les opérateurs sont en train d'œuvrer. Alors, de l'autre côté, comment on s'y prend au niveau de ce groupe de travail? Nous avons mis en place une boîte à outils à 10 tiroirs pour avoir une vision un peu holistique et de tout, le landscape. Alors, depuis la vision jusqu'au business model, ce que nous identifions, les architectures, et puis je ferai un arrêt sur image sur le tiroir numéro 7, qui est le proof of concept. Nous avons créé un programme spécifique pour développer, pour mettre en place des proof of concept grandeur nature avec nos partenaires qui sont des opérateurs, donc il ne s'agit pas d'un petit
d'un petit lab sur une table, mais vraiment en utilisant des réseaux opérationnels des opérateurs dans ces propres concepts. Et l'idée derrière ça, c'est au-delà des white papers qu'on publie, dans lequel nous développons un certain nombre de concepts, de principes architecturaux, des business cases, des business models, ce tiroir numéro 7, le propre concept, vraiment, c'est pour mettre en adéquation ce que nous avons écrit et ce qu'est la réalité. Et donc, c'est vraiment d'essayer de tester la viabilité de concepts que nous avons définis dans le white paper et d'essayer d'identifier si jamais il y avait des trous qu'on aurait donc mal décrits ou complètement oubliés dans nos spécifications. Je ne parle pas de spécification parce qu'on n'est pas un organisme normalisant dans le white paper. Et dans ce cas-là, ça dépend de la taille du gap. Ben, si le gap il est faible, dans ce cas-là, on fait une deuxième release et donc on corrige nos bêtises. Ben, si le gap est tellement important, et dans ce cas-là, on crée un work item dédié pour répondre, rectifier le tir. Ça, c'est ce que nous appelons dans notre jargon interne la synchronisation interne. Donc, on reste entre nous, dans le groupe de travail, au sein de la WBA, et on corrige nos bêtises entre nous. Alors maintenant, si on identifie le gap et qui est associé au standard qui nous a alimenté, comme je le dis encore une fois, nous, on ne produit rien, donc on ne crée pas de standard. Nous, on est alimenté par les autres. C'est ça notre force. On ne produit rien, mais on écoute les autres et on utilise ce que les autres ont développé. On essaie de regarder qu'est-ce que ça peut apporter au niveau business. Et dans ce cas-là, si le gap est identifié, lié à des standards que nous avons utilisés pour développer nos produits et nos livrables, dans ce cas-là, on intervient auprès de ces standards parce que nous avons des liaisons avec ces standards. Et dans ce cas-là, le standard prendra en charge le gap qu'on a identifié et c'est donc le retirer. Ça, ce que nous appelons la synchronisation externe. Et donc, tous ces feedbacks sont très importants pour nous. Un autre arrêt sur image sur le tiroir numéro 8, Best Practices. Ça, c'est très important parce que nous utilisons, nos membres comme laboratoire. Et donc, on regarde comment ils ont déployé les principes, les concepts, les business cases que nous avons développés dans nos spécifications, enfin dans nos white papers. Et dans ce cas-là, retour sur expérience, et on engrange toutes ces données-là dans ce qu'on appelle de façon pompeuse dans notre jargon, un pioneer programme, un programme de pionniers. Alors, nous avons deux catégories de livrables, les livrables liés aux architectures et précisément, justement, des livrables liés aux best practices. Et c'est justement ce Pioneer Programme et qui est décliné en trois catégories. Le premier sont les visionnaires, ce sont les gens qui ont la capacité de lire dans la boule de cristal. Il y en a, ça existe, nous en avons à la WBA. La deuxième catégorie sont les opérateurs qui, forts des déploiements qu'ils ont fait par rapport au concept que nous avons développé dans le white paper, nous font un retour et donc nous engrangeons ce retour dans son catalogue de cas d'études. Et puis la troisième catégorie, ce sont soit les régions, soit des villes. Donc, basé évidemment, c'est la continuité des smart cities. Donc, en utilisant les smart cities comme source qui nous permettent d'avoir ce retour d'investissement, mais par rapport aux gigabits, qu'on appelle gigacities. Voilà les trois catégories donc, de partenaires qui nous alimentent. Aujourd'hui, nous avons donc une base de données où il y a à peu près une bonne trentaine de cas sur les 5 continents, c'est quand même très important. Et donc, cette base, elle est appelée donc à grossir. Et donc, nous partageons cette base avec nos partenaires, aussi bien internes, mais aussi externes.
Comme je vous ai dit, nous, on se nourrit des travaux des autres. Eh ben, c'est la raison pour laquelle nous avons mis en place un certain nombre de liaisons ou d'MOU, et une des plus importantes par rapport à la préoccupation du jeu sur le PB6. Et c'est un MOU qu'on a signé il y a 2 ans avec les PB6 Forum. Pourquoi? Parce que notre architecture telle qu'elle est, je la montre dans le slide, donc à droite, vous avez l'accès, vous avez le métro, le backbone et le data center, et en haut, le fameux chapeau, donc le toit de cette maison est le management, donc la gestion de réseau. Et pour cela, comme notre architecture, elle est IPv6 native, elle est SRX native, donc on sollicite l'EPIS Forum pour la certification de cette architecture. Donc, comme vous le savez, depuis 20 ans, bon, avec la Challenge, nous avons créé l'IPv6 Radio Logo Programme, où des milliers de devices, d'équipements ont été testés, on leur a donné le logo IPv6. S'agissant de Service X, tout récemment, donc, Forum, il a mis en place, il a créé un Service X Radio Logo Programme. Il est finalisé, il est prêt à l'emploi, et donc, si vous avez un produit estampillé IPv6, ou vous voulez avoir une certification, que ce soit au niveau de la conformité ou bien l'interopérabilité, bah, nous avons les deux frameworks, et l'IPv6 Forum donc, pourra vous aider donc, à certifier votre équipement ou vos équipements ou vos architectures de type Service X. Bah, c'est la raison pour laquelle donc, on a mis en place ce partenariat, et donc c'est un partenariat qui tombe à pic avec le tiroir numéro 10 de ce cycle que je vais présenter dans le slide précédent. Et donc, nous sommes heureux d'avoir anticipé donc, ce tiroir-là. Et donc, nous sommes aussi heureux, d'autant plus que nous avons un partenaire qui est l'IPv6 Forum, qui vient nous aider et nous épauler avec, en tant que certificateur indépendant, et pour certifier nos architectures qui sont SRv6 ready, grâce au SRv6 de logo programme d'IPv6 Forum. Alors, vous pouvez nous rejoindre, je vous ai mis 2 liens, et donc nous sommes très heureux de vous accueillir parmi nous et de nous aider. Encore une fois, notre force, c'est de nous nourrir par rapport à vos travaux, par rapport aux travaux des autres. Donc, on est en quelque sorte des petits parasites, mais on grignote sur le travail des autres pour essayer de compléter l'écosystème. Voilà, je vous remercie.